tous et à toutes, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle émission d'auteur à auteur et là ce sera d'autrice à autrice. J'aime bien faire ces petits jeux de mots en fonction de qui j'ai avec moi pour ce moment d'échange. Alors, un sujet, je pense, qui vous intéresse pour le plus grand nombre, c'est le sujet des projets de vie, de l'épanouissement personnel, bien sûr, mais aussi professionnel. Et je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ce modèle d'exploration qui est le design humain. J'en avais entendu parler il y a quelques années, mais avec mon invité du jour, Maryse Ménech, qui a écrit un livre sur le sujet. Je vous assure que là, l'exploration, nous allons plonger vraiment pas à pas dans son livre sur ce magnifique modèle très complet, très enrichi, et nous allons échanger sur ces différents sujets avec Maryse Ménech, qui est ingénieure de formation, manager d'équipe. Alors, c'est toujours des présentations très courtes, vous savez que je fais parce que j'aime bien ensuite, soit que vous alliez découvrir, soit que mon invité puisse aussi parler de ce qu'elle fait, de ce qu'elle vit, de ce qu'elle est. Donc, manager d'équipe pendant plus de 15 ans dans une grande entreprise bancaire. Donc, il connaît bien le milieu professionnel qui n'est pas toujours évident, d'autant plus dans ces périodes de changement. Donc, je suis ravie d'accueillir Maryse Ménech. Bonjour Maryse et bienvenue dans mon émission. Bonjour Patricia, merci, ravie d'être là. Alors Maryse, avant qu'on commence à échanger, tu as là ton livre proche de toi, donc j'aimerais bien voilà que tu nous montres un petit peu la couverture. Donc le design humain aux éditions Le Lotus et l'éléphant, découvrir et incarner son projet de vie. Parce que tu me disais un petit peu en amont de l'émission que ce modèle d'exploitation, d'exploration, dirons-nous, est vraiment très très large et que tu as vraiment choisi un axe spécifique. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de cet axe spécifique et pourquoi tu l'as particulièrement choisi? Oui, alors c'est vrai que pour moi le design humain, alors c'est un outil de connaissance de soi et plus profondément c'est même un modèle de compréhension de l'être humain, un modèle de compréhension du vivant. Et il y a pour moi 5 niveaux de structure dedans. Il y en a un qui est très connu, qu'on va trouver beaucoup sur la toile, c'est ce qu'on appelle les 4 types. Certains parlent de 5 types. Et moi, j'ai choisi l'axe qu'on voit sur la pochette, c'est-à-dire le mandala, parce que ce mandala, en fait, il recèle pour moi, d'une logique, d'une beauté absolument incroyable, et surtout, en fait, il vient nous révéler notre projet de vie, notre mission de vie, et donc il vient nous donner du sens. Et pour moi, à cette époque assez spécifique, je pense que le sens est vraiment un élément primordial, euh, voire incontournable. Et justement, c'est vrai qu'on entend beaucoup aujourd'hui et on sent bien même dans les échanges qu'il y a un besoin de redonner du sens à sa vie. Alors, de ton point de vue, pourquoi c'est si important dans ces périodes-là de mouvement d'aller vers une exploration personnelle pour revenir à être dans ce sens de vie ou à être à sa place, peu importe comment on dit les choses en fait. Alors parce qu'on est dans une mutation assez spécifique, on est dans et ça le design humain nous explique très bien, comme les astrologues aujourd'hui, on est dans une fin de cycle et dans un commencement à venir. Et ce passage actuel où on voit que justement, non seulement il y a beaucoup de tensions, il y a beaucoup de peur, il y a beaucoup de craintes, il y a beaucoup de chaos, je dirais même, va nous faire passer justement vers un monde où, au lieu d'aller chercher des points d'appui à l'extérieur, comme on dit des autorités extérieures, c'est le moment d'aller chercher des points d'appui à l'intérieur pour devenir, en fait, je vais pas dire maître de soi, mais pour devenir conscient de soi et d'assumer sa singularité. Ça veut dire, pour moi, c'est un peu comme si c'était une période où il faut sortir d'un truc un peu troupeau, où je fais comme les autres, en fait, parce qu'on m'a dit que c'était comme ça, et puis que voilà, je me pose pas plus de questions, à justement un passage où on va aller chercher quelle est sa singularité et assumer cette singularité. Pour l'offrir au monde, en fait, pour moi, il y a vraiment cette notion de chacun de nous est unique, et si, au lieu d'assumer cette unicité, cette singularité et donc cette préciosité, on essaye de faire comme les autres, ben en fait, on perd cette rareté, cette singularité, en fait. Le monde ne l'a pas. Oui, et d'ailleurs dans le livre, tu ramènes vraiment, je trouve, et c'est super, ce côté de nous avons un cadeau précieux. Tu prends l'image du gland et du chêne.
qui dit que chaque gland est unique et peut donner lieu à un magnifique chêne. Et c'est en fait une partie de notre œuvre, si je peux dire ça comme ça, de choisir et de décider, parce que ça part d'un choix. Dans l'expérience que tu as, c'est juste le choix qui va faire que on va commencer ce cheminement, ou est-ce que la vie nous amène parfois à nous mettre en face de ça? Quelle est ton expérience et tes idées sur ce sujet-là? Alors, moi, j'ai l'impression que la vie, elle attend quelque chose de nous et elle va nous pousser à y aller. Ça veut dire, c'est comme si je prends un chemin de travers, je pense que je vais me prendre des petits coups de pied aux fesses pour me ramener sur le chemin que je suis censée assumer, que je suis censée accomplir. J'ai un ami très cher qui est astrologue qui disait, en fait, à un moment donné, l'univers a eu besoin d'un potentiel, donc il nous a créés. Et on a la responsabilité d'assumer ce potentiel. Ça veut dire on est en réponse à, et c'est ça cette notion de responsabilité. Ça veut dire chacun de nous a aussi la responsabilité de s'accomplir. Comme tu disais, tu parlais du gland et du chêne, mais si moi je suis une tulipe, mais que je passe ma vie à essayer d'être une rose parce que tout le monde a dit que c'était mieux les roses, ben en fait on découvrira jamais ce que c'est qu'une tulipe. Et donc, euh, et donc chacun a cette responsabilité justement à accomplir sa singularité. Ça, c'est mon point de vue. Et je pense que la vie nous y pousse par des messages, par des expériences, par, en effet, des petits coups de pied aux fesses si on n'y va pas. Par des ruptures Par des aussi, parfois, quel ruptures, que soit le type de rupture. c'est ça, c'est ça. Hmm. Et Mais, aujourd'hui, d'ailleurs, on voit bien, oui. on parle beaucoup au niveau professionnel de la qualité de vie au travail, par rapport à tous les burn-out, par rapport à tous les arrêts maladie. On voit bien qu'il y a, pour moi, une quantité de gens qui sont plus bien là où ils sont, en fait, qui y vont de gré ou de force pour survivre, pour avoir à manger à la fin du mois, et en fait, à un moment donné, ça colle pas, et donc le corps, il dit stop, en fait. Je pense que le corps, il nous aide aussi à justement s'aligner sur ce qui est juste pour nous, et Et est-ce que, surtout nous rendre joyeux. eh oui, est-ce que tu as l'impression que le monde professionnel est vraiment aussi conscient de ça et donc a commencé à entamer des changements dans la manière d'approcher le fonctionnement même de l'entreprise et bien sûr l'interrelation des uns avec les autres? Oui, pour moi, oui. Pas encore suffisamment, mais pour moi, ça a commencé. Ça a commencé. Ça a commencé, il y a même des entreprises qui justement viennent chercher le design humain, qui pour moi sont vraiment des entreprises innovantes. Parce qu'il y a beaucoup de souffrance, hein, quand j'écoute et discute avec les gens, ils s'y retrouvent plus dans les modèles actuels qui sont parfois quand même assez dans le pouvoir finalement et pas trop dans la créativité. Et donc, qu'est-ce que ça peut apporter le modèle du design humain justement à l'entreprise? Parce que ça, Eh on ben, va le voir du côté des gens, mais du côté de l'entreprise elle-même. ben, énormément justement parce que, comme tu dis, aujourd'hui on est beaucoup dans le pouvoir, on est dans ce que j'appelle une hiérarchie de pouvoir, en fonction de tes diplômes, en fonction de plein de choses, si tu as bien travaillé ou autre, mais euh, c'est une hiérarchie de pouvoir. Et il y a des entreprises qui veulent passer dans ce qu'on appelle le mode agile. Ça veut dire, on n'est plus dans quelque chose de très hiérarchique, très pyramidal, on est comme dans quelque chose d'agile, plutôt horizontal, où chacun va prendre responsabilité d'un rôle, d'une mission, et va l'assumer. Et pour moi, en fait, ce passage ne peut bien se faire que si chacun est conscient de ses talents naturels. Ça veut dire qu'on pourrait passer d'une autorité de pouvoir à une autorité de talent. Et plus encore que de compétences, parce qu'aujourd'hui on parle d'autorité de compétence, ça veut dire bon j'ai un diplôme là, donc je suis compétente là, mais on va pas encore chercher qu'est-ce qui est inné, qu'est-ce qui est naturel en nous, qu'est-ce que moi je sais faire mieux que les autres et sur lequel justement je peux prendre le lead, je peux prendre la responsabilité. Et là je pense qu'on est capable du coup de s'organiser en fonction des talents spécifiques de chacun et en fonction justement du vivre. Et ça pour moi c'est une clé fondamentale. Et le design humain apporte ça puisque à la différence de nombreux outils, en fait, il n'y a pas de cases, en fait. Tu as plein d'outils, on va te dire, tu as 4 cases, tu as 16 cases, tu as 9 cases. Là, il n'y a pas de cases, en fait. Il y a autant de cases que d'êtres humains, puisqu'on est basé sur les données de naissance et que le modèle, justement, est très, très, très profond. Donc, on peut aller vraiment découvrir les talents naturels de chacun et permettre à chacun de grandir en confiance, de grandir en affirmation de soi et de prendre le lead là où il est vraiment bon en fait. Et là, on fait quelque chose de vertueux parce que aujourd'hui, il y a des gens qui parlent de performance et de robustesse. Si on veut être robuste, c'est qu'il faut qu'on soit utilisé là où on est bon. Moi, si tu m'utilises là où je suis pas bonne, je vais pas être robuste.
non seulement je vais être fragile, mais en plus je vais pas aller bien et je vais finir en burn-out, en épuisement, en arrêt maladie, ou en tout cas en tristesse. Donc, si on sait utiliser chacun là où il est bon, bah là, on crée une entreprise robuste, agile et pleinement performante, en fait. Oui, et on retrouve enfin, je commence à entendre beaucoup la notion, tu vois, de génie. Mm. D'ailleurs, tiens, ce matin, j'ai mis mon petit pin, ça, I am a genius. C'était marrant. Mais on entend qu'effectivement, il y a un endroit qui est en nous, qui nous appartient, où nous sommes un génie. Bon, pas Mozart parce que c'est la musique, mais un génie dans un champ d'expérience donnée. C'est vraiment ça que tu mets en avant et je trouve avec le modèle du design humain de pouvoir explorer sa zone de génie finalement. C'est ça. Le design humain, il vient de nous révéler ça, en fait. Quels sont mes talents naturels, quels sont mon génie, quel est mon génie. Et il vient aussi nous dire, justement, quelle est notre mission de vie. Et moi, c'est là-dessus que j'ai zoomé. Et ça, en entreprise, c'est génial aussi, parce que quand tu arrives à accomplir ta mission de vie au travers de ton activité professionnelle, bah, en fait, tu as tout gagné, en fait. Parce que non seulement tu es motivé, tu es joyeux, tu kiffes d'aller au boulot, donc c'est gagnant pour toi, mais c'est gagnant pour l'entreprise, parce que c'est là où tu es le meilleur. Et pour moi, c'est ça en fait le but du jeu. Et ça amène du coup le sens aussi dans le milieu professionnel. Ça veut dire on n'est pas juste des machines ou des outils au service du projet de quelqu'un d'autre. On est au service de quelque chose de bien plus vaste. Et pour moi, le métier est, j'aurais envie de dire, un moyen de nous accomplir. Pas un moyen de survivre, un moyen de nous accomplir. Ça change vraiment l'état d'esprit et la posture dans laquelle on peut s'installer, ou en tout cas on nous invite à nous installer aujourd'hui. Tu vois, tu ramènes bien la notion, je ne vais pas travailler pour juste récupérer l'argent et survivre, je vais œuvrer, moi j'aime bien ce terme œuvrer, dans une activité dans laquelle ben, je m'épanouis avec mes domaines de génie ou mes domaines de compétences. C'est ça. C'est vraiment ça que je trouve sympa dans ton livre que tu vraiment mènes en avant, dans le sens où on a besoin de changer nos états d'esprit et on a besoin de nous déformater en réalité. Oui, mais on est dans ce déformatage-là, hein. D'ailleurs, on le voit, il y a de plus en plus de gens qui cherchent du sens. Et on est dans ce déformatage. Il y a même des entreprises, moi, qui m'appellent pour des recrutements, justement. Est-ce que là, par rapport au job qu'on propose, est-ce que la personne, ça match en fait? Est-ce que c'est en accord avec sa raison d'être? Ouais, ça c'est super, c'est un sacré changement de mentalité. Merci de nous partager, ça redonne plein d'espoir, même si ça touche pas encore toutes les entreprises, mais voilà, j'aime bien l'image des petites graines qu'on sème et puis bah, des émissions comme ça qui permettent aussi de partager et puis d'amener, d'apporter un autre point de vue. Alors si on rentre un peu plus dans le design humain, tu parles de types de missions de vie, qu'il y en a des principales. Est-ce que tu peux nous les présenter de manière un petit peu... Alors, quand on prend le mandala, Oui, justement, donc quand on fait son design humain, on inscrit nos données de naissance, date, heure et lieu de naissance, et ça nous sort ce qu'on appelle une charte, un bodygraph, un schéma corporel. Qu'on voit tout petit dans le mandala. Hop, j'arrive pas. Et oui. donc, ce schéma corporel, on peut le voir tout seul. Généralement, on le voit tout seul quand on établit nos chartes sur Internet, mais on peut le voir aussi justement dans ce mandala. Ce mandala, c'est un peu comme si c'était notre espèce de bulle, notre univers et notre manière d'interagir avec l'extérieur, mais c'est aussi justement, ce mandala, il vient révéler déjà quatre grands quartiers. Non, ça s'appelle des quartiers. Quatre grands cadres de vocation euh, et qui ont une continuité en fait. Donc le premier cadre, c'est ce qu'on appelle le cadre de l'initiation. C'est les gens qui vont être là pour amener des changements de paradigme, qui vont être là pour amener des idées nouvelles, qui vont être là pour amener une connaissance nouvelle aussi, et qui va servir au deuxième quartier, le quartier qu'on appelle de la civilisation. C'est là où on va construire le monde, où on va mettre dans la matière, comme je dis. C'est là où on va construire nos institutions, notre civilisation, on va pérenniser et où on va essayer d'établir justement une civilisation qui permet de soutenir et de sécuriser chacun de nous. C'est là qu'on va créer nos centres de soins, nos centres de formation, nos mairies, nos écoles, etc. Une fois qu'on a construit ce socle, le quartier suivant, le troisième quartier, c'est le quartier des relations, qui s'appelle le quartier de la dualité. C'est là où on va interagir, où on va co-créer, où on va
se découvrir par l'entremise de l'autre, où on va construire des bébés, construire des projets, où on va permettre la continuité de l'humanité et où on va accomplir la continuité de l'humanité. Et puis le dernier quartier qui est en haut, c'est le quartier de la mutation. C'est là où on va prendre le temps de capitaliser sur nos expériences, prendre de la hauteur, tirer des leçons et redonner ces leçons à nouveau au quartier suivant pour qu'ils les appliquent, pour qu'ils les utilisent. Et en fait, on tourne comme ça. C'est pour ça qu'il y a aussi les cycles de la vie. On tourne comme ça dans ce mandat-là, année après année avec le soleil, mais vie après vie. En fait, chaque quart, c'est aussi, on pourrait dire, le premier quart, c'est quand je suis tout jeune, j'arrive au monde, un peu foufou, avec plein d'idées, un peu rebelles. Et puis après, je vais construire ma sécurité, construire ma stabilité, chercher un travail. Après, je vais relationner, je vais construire une famille. Puis après, je vais être plus vieux et je vais préparer la mort. Donc, commencer à transformer ce qui doit être transformé pour pouvoir partir léger et tranquille. Donc, on retrouve ces 4 étapes partout, en fait, dans les saisons, dans les cycles de la vie, dans les cycles d'un projet, dans les cycles d'une année. Et c'est ça qui est merveilleux. Et ces 4 quartiers nous donnent justement quel est le socle, la base sur laquelle je m'accomplis. Et après, dans chaque quartier, on a encore 4 divisions qui vont donner nos archétypes, c'est-à-dire nos forces archétypales, nos aspirations profondes. Qu'est-ce qui, moi, me nourrit, qu'est-ce qui a de la valeur pour moi, qu'est-ce qui m'aspire et sur lequel, justement, j'ai envie de mettre mon énergie. Et donc ça, c'est les 16 archétypes qui sont aussi détaillés dans le livre. Dans le design humain, on part de 16 divinités. Et donc, dans le livre, j'explique les divinités, j'explique comment, justement, ça vient nous donner des informations sur nos aspirations profondes. Et après, si on continue, mais ça, c'est vraiment quelque chose qu'on fait en individuel, c'est qu'en vrai, il y a 192 missions différentes. Voilà. Donc, et ça, il faut aller les voir Ouais. après en les mettant, comment je vais dire, en lien avec justement nos forces, avec notre schéma global. Ok, c'était ça ma mission et qu'est-ce que j'ai comme talent, comme appui au service de cette mission. Hmm. Et alors, comment on fait pour avoir le mandala et le schéma de base initial qui va nous permettre justement d'avoir un premier niveau d'exploration? Alors sur plein de sites internet, et en l'occurrence sur le mien, il y a des liens pour créer son schéma. Et donc, il y a juste qu'à mettre les données de naissance, date, heure et lieu de naissance. L'heure le plus précis possible, parce que des fois, à quelques minutes, il y a des changements. Et puis, ça sort un schéma, ça sort des petits lexiques, ça sort déjà des premières informations. Hmm. Je Maintenant, mettrai l'adresse de si tu ton veux. site sous la vidéo, comme ça, si vous voulez aller explorer votre design humain pour un premier niveau d'exploration, vous allez pouvoir le sortir. Et puis après, si vous voulez aller plus loin, Maryse, j'imagine que tu accompagnes évidemment dans ce domaine-là, dans ce Et domaine. j'accompagne et je forme des gens aujourd'hui Oui. pour faire des lectures soit individuelles, pour faire des lectures familiales, de couple, d'équipe. Il y a plein de... il existe, enfin, le design humain, il vient répondre à des enjeux à plein d'endroits, quoi. Même sur l'organisation des équipes. Comment bien assembler les puzzles, en fait. Oui, c'est intéressant parce que, comme tu dis, on peut soit l'utiliser pour voir le modèle de sa vie au sens très large et ses différentes périodes, mais on peut aussi regarder dans cette période-là, dans un domaine spécifique, qu'est-ce qui est en train de se jouer, que ce soit sur le plan professionnel ou un autre plan. Alors, on peut regarder aussi, en effet, ce qu'on appelle les révolutions solaires. Qu'est-ce qui se passe cette année pour moi? Qu'est-ce que j'ai à travailler? Euh, Mais globalement, oui, j'ai envie de dire, on regarde quelle est l'empreinte en fait, qu'est-ce que la vie attend de moi, quel est mon ADN. Pour moi, le design humain, c'est vraiment ça en fait. C'est quel est mon ADN et, et, et avec ça, qu'est-ce que j'ai à faire en fait. Un peu, j'ai une mission. En fait, tous les films de héros, moi, c'est ce que je me dis souvent, les gens regardent des films de héros, mais ils projettent leur vie héroïque alors que chacun de nous est un héros, puisque il n'y en a pas deux qui ont la même mission et le même schéma que moi. Même s'il n'y a que 192 missions, pour des milliards d'êtres humains, il y a autant de schémas différents que d'êtres humains. Donc c'est vraiment ça, j'ai une mission et puis j'ai mon sac à dos avec tous mes outils dedans et puis j'ai un mode d'emploi de moi-même en fait, de comment m'utiliser au mieux, j'aime pas ce mot m'utiliser, mais comment utiliser au mieux ma structure énergétique pour accomplir ma mission et avoir une vie agréable parce qu'en fait on n'est pas, en principe ça devrait pas être normal de vivre des vies désagréables, souffrantes, épuisantes.
Je suis sûre Enfin, que tu vas toucher beaucoup de gens là, parce que c'est je crois les pas que la vie, questions, elle c'est nous a. comment ça se fait que je me retrouve à vivre des vies qui sont considérées comme bof, comme difficiles, ou c'est vraiment les premières questions qu'à un moment, on se dit pourquoi je vis ça? Qu'est-ce qui fait que je me retrouve à être dans des plans galères et tout? Et le design humain peut aider à avoir une clarté sur ça, ou Bah oui, moins. déjà nous donner du sens, parce que des fois on va dire ce que je vis est galère. Est-ce que c'est vraiment galère ou est-ce que ça va me faire grandir quelque chose? C'est parce qu'on est toujours sur un point de comparaison en fait. Et on compare peut-être à d'autres qu'à la limite on connaît pas. En plus, on ne sait pas ce qui se vit à l'intérieur. Hmm. Donc, est-ce que c'est mes jugements qui disent c'est galère? Est-ce que ça me sert à quelque chose? Est-ce que c'est au service du sens de ma vie? Est-ce que c'est aussi parce que j'ai pris un chemin qui n'était pas le bon et donc hein, des fois on veut prendre des raccourcis puis on se rend compte, je fais beaucoup de vélo cette semaine, on se rend compte que bah non, c'est pas le bon chemin, que c'est un peu cabossé. Mais il y a nos jugements aussi de on voudrait que la vie soit toujours confortable, sans aucune difficulté, mais ça n'existe pas. Pour autant, on n'est pas obligé de les souffrir, en fait, je crois. Tu vois, je pense que on peut accepter les difficultés. Elles nous font grandir. Quand on tombe, on apprend à se relever. Euh, si on cherche le confort parfait, le mieux, c'est le cercueil, en fait. Bon, Mais moi, la c'est vie, radical, n'est-ce pas? C'est dit, c'est check. Voilà, donc le la confort vie, parfait, c'est, c'est le cercueil. Est-ce que vous voulez ça? Je suis pas sûre. non, mais la vie, c'est des fois t'as mal, des fois c'est haut, des fois c'est bas. C'est vivant, quoi. C'est vivant. Maintenant, est-ce que, comment, pour moi, la clé, c'est comment l'expérience que je vis, elle est au service du sens de ma vie. Qu'est-ce qu'elle peut m'amener comme clé pour me montrer que je suis en train de cheminer vers quelque chose qui est OK, en fait. Tu vois? Oui, et on espère justement qu'au fur et à mesure de ce cheminement personnel, on gagne dans plus, alors je dirais pas de confort parce que sinon on va avoir l'image du cercueil. Si, Donc non. on gagne en plus d'harmonie, on gagne en plus de Ouais. relations saines, on gagne en plus d'énergie, c'est ça. Parce que euh, des fois j'ai des gens qui disent mais bon j'ai l'impression d'être toujours au même niveau, c'est toujours pas forcément aussi harmonieux que j'aimerais. Donc c'est vrai qu'on a quand même besoin d'un peu de moteur et de se dire, bah oui, on rencontre des gens qui sont passés par là et oui, il y a du gain effectivement, même si des fois ça chahute, quoi. Voilà. Même si des fois ça chahute. Et puis, tu vois, quand tu achètes un appareil électroménager, tu as toujours un truc qui s'appelle mode d'emploi, guide de dépannage, précaution d'emploi. Il n'y a que pour les humains qu'il n'y en a pas. Et si tu utilises un four pour cuire un poulet, ça marche bien. Si tu utilises un four pour laver du linge, ça marche pas. Donc il y a aussi comment moi je fonctionne et comment mieux utiliser mes atouts, Tu vois, dans le design humain, il y a les 4 types justement qui viennent donner des infos sur comment, euh, comment je vais dire, quelle est la stratégie la meilleure pour que mon expérience soit facile, fluide et épanouissante justement. Et quand tu disais, des fois, il y a des gens qui disent j'ai beau faire, 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 il y a des gens qui sont pas faits pour faire Hmm. et qui vont s'épuiser à faire. Il y a des gens qui ont moins d'énergie que d'autres, mais on est dans une société où on est payé au nombre d'heures, il faut avoir de l'énergie, il faut que tout le monde fasse pareil. C'est ça en fait, c'est que la clé, c'est de pouvoir sortir du moule parce que c'est rester dans le moule qui nous fait souffrir en réalité. Mais si tu sors du moule et que tu assumes que tu as un fonctionnement unique, bah, en le respectant, en fait, oui, tu vas mieux surfer avec les vagues, tu vas mieux surfer avec les aléas de la vie, tu vas mieux surfer avec tout ça parce que tu auras tes points d'appui et parce que tu écouteras ce qui est juste en toi et non pas ce qui est conditionné en toi. Hmm. Tu vois ce que je Oui, veux dire? oui, oui, tout à fait. C'est vraiment important et je pense que justement ça peut ramener des idées en se disant mais est-ce que je suis fait pour faire ou pas? Parce que effectivement, on a tendance à vouloir le faire, le faire, le faire, ou l'être, l'être, l'être. Bon, en même temps, j'aime bien l'idée des deux, tu vois. Bien On est sûr. on a et une intelligence et une intuition. On a des moments où on peut être et des moments où on peut faire, mais pas forcément que ça, que ça, que ça. D'ailleurs, dans les archétypes ou les qualités, à chaque chapitre, et quand on a exploré, par exemple, l'objectif des fraternels, des facilitateurs, etc., à chaque fois, il y a un moment, c'est quelles sont les qualités d'amour que j'ai à incarner. Ça, c'est la beauté du mandala qui nous donne en effet le mandala, il est calé sur les équinoxes, les solstices et toutes les fêtes celtiques ou païennes.
Et en fait, à tous ces points de jonction, il y a des qualités d'amour à développer, en effet. Et ça donne des tips, ouais, c'est vrai que tout à l'heure j'ai parlé des quartiers, mais j'ai donné un autre nom, mais dans le livre, c'est en effet les éclaireurs, les érudits, les fraternels, les facilitateurs et les sublimateurs. Et donc chacun a un rôle et chacun a en effet un type d'énergie d'amour à incarner, en fait, qui va profondément aider à assumer son job, ouais. Oui, j'aime bien cette idée justement. Il y a d'autres modèles hein, d'exploration des missions de vie. Et effectivement, fait une autre émission là-dessus. Mais là, ce que j'aime bien, c'est déjà c'est ce fait qu'on passe, on passe dans chacun de ces modèles en fait à un moment ou à un autre en fonction de son expérience, d'une certaine manière ou pas. Ou Alors, c'est vraiment localisé, si tu es fraternel, tu restes fraternel et tu es fraternel toute ta vie, ou est-ce que on peut passer de fraternel à un moment facilitateur parce qu'on explore différentes zones d'expérience, alors, non, on est fraternel et on rayonne fraternel, par exemple. par Donc exemple? c'est vraiment là qu'il y a quelque chose à accomplir si tu es né dans le quartier des fraternels. Alors Mais juste le quartier des fraternels, ça correspond à quoi, juste pour faire du lien? à Si ce on que est j'ai dit tout à l'heure, fraternel, la civilisation. la civilisation, d'accord, ouais. Voilà. Donc si tu es né dans ce quartier-là, ça veut dire c'est en fonction de tes données de naissance. En effet, ton job, il est là. Mais tu vas aller prendre appui dans le quartier d'en face et ça va te faire déclencher les deux autres quartiers. Ça veut dire en effet, en réalité, tu as une patte dans chaque quartier, mais les autres sont des points d'appui pour que tu rayonnes encore mieux dans les fraternels. Oui, c'est ce que Tu j'ai vois ce que je semblé veux dire? avoir compris. Voilà. C'est-à-dire que oui, on est dans un endroit, mais on peut s'appuyer évidemment sur Tout les à autres fait. quartiers qui vont nous permettre de réaliser son épanouissement dans le quartier de naissance, en fait. Tout à fait. Et d'apporter au monde à cet endroit-là, en fait. Mhm. Alors, les qualités d'amour, par exemple, des sublimateurs, L'amour de soi. l'amour de soi. L'amour de soi et l'amour de la vie. L'amour de soi comme étincelle de vie, comme au service de la vie. Si je m'aime pas, j'aime pas la vie. Si j'aime pas la vie, je m'aime pas, en fait. Puisque je suis vivante. Donc c'est vraiment développer cet amour de soi pour sublimer sa vie et pour faire de sa vie un art. Alors là, j'ai une autre question qui vient parce que on se rend compte que beaucoup de personnes ne s'aiment pas tant que ça, et on a envie de se dire, s'aimer, c'est pas réservé qu'aux sublimateurs. Donc, Non. tu vois, donc comment on navigue avec cette notion d'amour de soi qui fait que même si on n'est pas dans le quartier des sublimateurs, on va pas le mettre de côté spécialement. Comment on navigue Non, non, avec ça? non, non, et alors il y a deux choses sur lesquelles je vais rebondir. Justement, si on prend ces quatre quartiers comme quatre étapes de vie, comme tu disais, en effet, ces quatre étapes de vie, la première étape chez les érudits, c'est aimer en fait toutes les formes de vie. La deuxième étape chez les fraternels, c'est aimer les humains, aimer tous les humains, au-delà de leur comportement, comme des frères fraternels. Euh, Dans la troisième étape, le quartier des relations chez les facilitateurs, c'est aimer l'autre et aimer l'expérience incarnée. On est incarné dans un corps, c'est grâce à ce corps qu'on peut entrer en interaction avec l'autre, etc. Et la dernière étape, c'est aimer la vie et s'aimer. C'est des étapes, en effet, c'est pas à 20 ans qu'on arrive à s'aimer inconditionnellement. Voilà, petit à petit. Euh, Raphaël Peyer disait, Charles Raphaël Peyer, c'est un évêque québécois que j'admire profondément. Il disait dans une formation sur l'amour que j'avais suivie avec lui, la première étape, c'est de s'aimer, de se connaître et de s'aimer dans ses talents. Et ensuite, on va mettre ses talents au service de la communauté. Donc on va aimer la communauté, comme aimer les humains. Et ensuite, on va aimer une personne. Et on va dédier notre amour et nos talents à cette personne. Et dans notre quatrième partie de vie, ben, quand on perd cette personne, la souffrance est telle qu'on est obligé de se raccrocher à quelque chose de plus grand, qu'on pourrait appeler Dieu, qu'on pourrait appeler la source, qu'on pourrait appeler la vie, et d'aimer ce quelque chose de plus grand. Tu vois, et c'est à cet endroit-là les sublimateurs, c'est vraiment aimer quelque chose de plus grand, et donc s'aimer pour se mettre au service de ce quelque chose de plus grand. Mais c'est des étapes de vie, ça c'est clair. Et pour moi, le design humain, c'est un outil d'amour de soi. C'est un outil d'amour de soi, de tolérance, d'amour de l'autre. Parce que quand je découvre ma charte,
ben, en fait, je peux accueillir qui je suis. Ensuite, je peux accepter qui je suis. Et à partir du moment où j'ai accepté qui je suis, je peux aimer qui je suis. Ça veut dire que je peux voir qu'il n'y a rien à changer en fait. On voudrait que je sois comme ça, sauf que ben non, je suis pas comme ça. Et pour moi, ça amène ce cheminement en fait. Comme l'autre, quand tu ouvres la porte à quelqu'un, tu l'accueilles, après bah, tu l'acceptes ou tu l'acceptes pas. Mais si tu le laisses rentrer, tu l'acceptes. Et à ce moment-là, tu vas pas chercher à le changer. Tu vas l'aimer comme il est. Et donc le design, il donne vraiment pour moi je dis souvent, c'est la règle des 3 A, quoi. Accueil, acceptation, amour. Mais il donne cette capacité de tolérance, d'acceptation de la diversité. Il y en a plein qui fonctionnent pas comme moi, et c'est OK. Et je ne suis pas obligée de fonctionner comme les autres, et c'est OK. Tu vois, il y a une sorte de légitimisation de soi. J'ai le droit d'être comme ça. J'ai le droit de ressentir ça. J'ai le droit de pas être doué là. Et ça vient vraiment donner cet endroit. Souvent, les gens qui font leur récitation, ils disent waouh, j'ai le droit alors. Ouais, j'ai le droit Oui, d'être moi. c'est ça, et le côté du légitime, ça revient vraiment, vraiment beaucoup en ce moment. Est-ce que je suis légitime de faire ça en termes professionnels? Est-ce que je suis légitime de faire... On voit bien qu'il y a des tendances selon là, les années passées, et là, c'est vraiment justement ce sens de reconnaître, c'est notre droit de naissance en fait d'être qui l'on est. Mais comme nous sommes dans des sociétés hyper jugeantes, c'est le plus gros problème. C'est les questions que j'entends souvent, c'est mais ok, je veux bien me reconnaître, je veux bien me sentir légitime, je veux bien être moi, mais, tu vois, le petit mais qui arrive, mais il y a l'autre qui me juge, tu vois, qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil ou piste justement pour ne pas se laisser accrocher ou enfoncer par ce mais qui arrive et derrière le jugement de l'autre qui peut faire mal ou blesser, etc. Alors déjà, on est pour moi justement dans une société où avant tout fonctionnait au mérite. Ta légitimité était liée à ton mérite, à ton travail dur, voilà. De tout notre système de notes, tout ça, c'est que ça en fait. C'est tu mérites. T'as eu une bonne note, tu mérites. Voilà, t'as le droit. Donc on a une espèce de légitimité, euh, comment j'allais dire travaillesque. C'est si on travaille bien, on a une légitimité. Et là, j'ai envie de dire, faut passer à une espèce de légitimité cosmique. C'est-à-dire la vie m'a donné ça, me demande d'être ça, me demande de faire ça. Et je suis légitime au regard de la vie, de ce qu'elle attend de moi. Tu vois, pour moi, ça, c'est le premier changement de paradigme à faire. Le deuxième, c'est que dans le design humain, on a justement pas mal de tips de quels sont mes points d'appui, quels sont mes points de conditionnement. Ça veut dire les points de vigilance où justement je vais me laisser conditionner, où je vais me laisser attraper par les jugements des autres, etc. Et donc, quand on prend conscience de ça, on a toujours la position, comme je dis, d'être en position méta et de se dire, ok, on me juge, mais je suis pas obligé de prendre en fait. Il y aura toujours des gens qui me jugeront. Il y aura toujours des gens qui m'aimeront pas. Donc c'est ok. Il y aura toujours des gens que je vais juger, c'est ok. Mais je suis pas obligé de prendre en fait ce que les gens Oui, disent de moi. Ça veut dire position d'assumer. méta, juste pour préciser, position méta, c'est on prend de la hauteur et on observe, hein. Ouais. C'est ça. Ça veut dire, Oui. ok, je vois que quelqu'un me juge, ça me touche, bah, je me mets je prends de la hauteur et je me dis, ok, est-ce que je vis pour l'autre ou est-ce que je vis pour moi et pour la vie en fait? Tu vois? Pour moi, le changement de paradigme, il est vraiment là. C'est ma légitimité, elle est cosmique. La vie m'a créé. En effet, c'est un droit de vie. Il y a vraiment ça. J'ai un droit de vie puisque la vie m'a mise sur ce monde. Et j'ai pas un droit parce que j'ai travaillé dur et que j'ai gagné beaucoup d'argent ou parce que j'ai un gros compte en banque ou ceci ou cela. C'est pas ça le droit. On Mais a c'est dans ce vraiment, changement-là qu'on est, hein. oui, on sent vraiment on a besoin de ce changement de paradigme et d'état d'esprit. Et donc, ce que tu proposes dans ton livre, je t'invite à remontrer la couverture, comme ça, voilà, vous voyez bien, d'aller explorer le design humain, au lotus et l'éléphant. Et vraiment, Maryse, elle le propose pas à part, hein, c'est qu'on disait en avant. Donc, même si effectivement, il y a
entre guillemets complexité parce que ça aborde plein d'aspects, mais vraiment tu as construit le livre et on peut le suivre et faire des exercices pas à pas. Donc ça c'est plutôt chouette avec effectivement en allant sur ton site la on a le schéma de départ qui va nous donner des pistes, mais c'est en même temps passionnant. Comme je vous le disais au début, j'avais déjà entendu parler du design humain sans l'explorer, donc là ça a été l'occasion de l'explorer davantage avec ce que Maryse a fait ce job de nous faciliter le travail sous l'angle du sens de vie et des missions de vie, hein, c'est ce que tu précisais bien. Donc j'espère que ça va vous donner l'envie d'aller explorer. Alors je sais aussi que on a tous des manières de fonctionner différentes. Il y en a qui sont plus dans l'accueil, la contemplation, les choses qui arrivent comme ça. D'autres qui aiment plus avoir un chemin tracé. Là, le design humain, on est vraiment avec ce chemin qui est tracé. Donc vous verrez. Mais quoi qu'il en soit, je dis toujours, il y a un équilibre entre les deux cerveaux, hein, nos deux cerveaux qui sont aussi intéressants à envisager, qui peuvent amener des choses complémentaires à ce qu'on pourrait faire de manière intuitive. Tout à fait. Alors, moi, dans les retours que j'ai eus, ils se lient de plusieurs manières. En fait, il y a des gens qui vont tout lire sans faire les exercices. Il y en a d'autres qui sont très disciplinés, qui vont faire tous les exercices et qui adorent parce que ça emmène de la matière. Et puis, il y en a d'autres qui vont juste lire ce qui les concerne, en fait. Donc, leur quartier et leur archétype. Ouais. Et il y a des gens qui utilisent, des coachs qui utilisent le livre comme ça, en fait. Ils vont lire à leurs clients juste la partie qui les concerne. Sur l'archétype, il y a 2 pages qui concernent chaque archétype. Des fois, ils vont juste lire ça. Et les retours que j'ai, c'est que ça fait pleurer beaucoup les clients, mais dans le sens positif ça touche quoi. Voilà, Ça touche. ça Ouais, vient ça déjà touche donner de parce la que gratitude. c'est juste, quoi. C'est ça, Hein, ça résonne justement. Hmm. c'est ça. Ouais, bon, bah, c'est vraiment super. En tout cas, Maryse, merci beaucoup pour ce gros job, mais c'est Avec plaisir. dans ton sens de vie, hein. Donc, tu as dû te réjouir, j'imagine. J'ai adoré le faire. J'ai adoré. Ça m'a permis de restructurer ma pensée. Ça m'a permis d'approfondir encore des points que j'avais pas vus. Oui, j'ai une facette assez ermite. Je peux me retirer pendant 2 ans à écrire un livre. Ça me pose pas de problème. Au contraire. Super. Alors, on arrive à la fin de notre émission. Quel message aurais-tu envie de nous partager en termes de message d'espoir, un message positif qui fait du bien au cœur? Je te laisse la parole à nouveau. Alors, ce qui me vient, c'est sur la notion de sacré, en fait, parce que, tu vois, on parlait de légitimité. Euh, En fait, je pense qu'il y a un endroit nécessaire d'arrêter de chercher une légitimité à l'extérieur de nous. Parce que si la vie, elle nous a construit comme elle nous a construit, et qu'il n'y en a pas deux comme nous, c'est que on est rare et qu'on est sacré. Et pour moi, c'est ça qu'il faut reprendre, en fait. Reprendre quelque part ce pouvoir de se mettre au service de quelque chose de plus grand, sans se dire, est-ce que je suis légitime pour au regard de mon voisin, de mon patron, de mes parents? C'est pas à cet endroit-là, en fait. Il y a besoin pour moi aujourd'hui de se dire, ma vie est sacrée, elle est au service de quelque chose de plus grand, qu'on appelle la vie. Voilà, Merci beaucoup. Merci beaucoup. avec plaisir. Je suis en béatitude. Et j'espère que vous le serez aussi. C'est l'énergie, elle passe, l'énergie des mots, l'énergie d'amour en fait, de cœur, et j'espère que vous allez vous remplir à max. On en a besoin. Hmm. Ouais. Merci beaucoup Maryse pour ce moment passé ensemble. Merci infiniment, Patricia. Merci à vous tous et toutes qui suivez ma chaîne Les Voix de l'Harmonie et qui verrez cette émission ici ou plus tard. En tout cas, c'est toujours un plaisir de partager avec vous et je souhaite vraiment que ça vous soit utile, quelles que soient vos idées, vos points de vue, vos croyances, vos expériences. Vous faites le tri dans ce qui vous plaît et surtout, bah voilà, ça vous donne des pistes aussi. Vous rencontrez des personnages comme Maryse qui, voilà, on sent qu'elle parle avec le cœur et qu'elle a, en ayant les pieds sur terre aussi, donc c'est plutôt sympa aussi, hein. Il y a vraiment, tout est possible et c'est ça qui est chouette. Merci à vous tous, gros bisous, prenez soin de vous et on se dit à la prochaine fois. Ciao. Merci, merci.